George Washington, le premier président des États-Unis d'Amérique, qualifie la presse d'être le seul rempart contre la tyrannie. Et Jean-Luc Godard, cinéaste franco-suisse, quant à lui, affirme que la presse est le témoin de l'histoire. De célèbres citations qui renvoient à l'importance des médias dans une société. Certes, elle est présentée comme une quête permanente, mais la liberté de presse chèrement acquise au Burkina Faso se dégrade de jour en jour depuis plusieurs années, et encore plus sous les régimes d'exception. Les professionnels des médias ont célébré le 3 mai 2024 la Journée mondiale de la liberté de la presse. Au plan national, cette célébration a été placée sous le thème « Le rôle du journaliste en situation de guerre ». Journalisme, liberté d'expression, démocratie, lutte contre le terrorisme, des mots-clés pour comprendre le présent débat. Et pour analyser ce sujet, je reçois pour vous, fidèles téléspectateurs, Lido Thierno, qui n'est plus à présenter. Il est journaliste à la radio Pulsar. Bonsoir Lido. Oui, bonsoir Vanessa. Je dis bonsoir à Albert Nagreogo, qui n'est aussi plus à présenter. Il est le directeur de publication du média en ligne libreinfo.net, journaliste. Bonsoir Albert. Bonsoir Vanessa et bonsoir à tous les téléspectateurs. On dit bonsoir aussi à un autre journaliste plus à présenter, bien sûr. Il est Moussa Sawadogo, journaliste mais aussi consultant. Bonsoir. Bonsoir Vanessa. Alors, le décor, il est campé, fidèles téléspectateurs. Avant donc de parler de liberté d'expression, et vu la désinformation autour du journalisme, il est donc nécessaire que l'on tente une approche explicative de la profession, en quoi elle consiste, comment elle se pratique et surtout ses principes. Alors, la question, je vous l'adresse, Lido Thierno, en tant que praticien du domaine, Oui. et surtout pour les profanes qui nous suivent. En quoi consiste le journalisme? Oui, bon, si je peux simplifier les choses, comme on a l'habitude de le dire, pour le journalisme aujourd'hui, c'est collecter l'information et la diffuser à un public. Et justement, d'ailleurs, si les journalistes ont des problèmes, c'est qu'aujourd'hui, chacun peut effectivement collecter une information et la diffuser à un public à travers, par exemple, les réseaux sociaux. Et peut-être la nuance, c'est que le journalisme fait trois étapes, c'est-à-dire la collecte, le traitement et la diffusion. Et la vérification. Voilà, en quelque sorte, voilà, les recoupements et autres. Alors que le citoyen en tant que tel, il a son téléphone portable, il fait une image, il la balance à un public. Donc il fait peut-être le même rôle que le journaliste fait, mais malheureusement, peut-être que... Le professionnalisme n'y est pas. On n'y est pas parce que forcément, quand on recoupe une information, ça veut dire qu'on essaie de la vérifier avant de la soumettre au public, si je peux le dire. Malheureusement, quelqu'un qui peut poser un acte d'un journaliste, c'est-à-dire qui peut faire une photo, qui peut faire un vocal, qui peut faire un message et balancer à un public, fait l'acte d'un journaliste, mais il n'a pas entouré effectivement son acte de toutes les conditions, parce que quand on voit des activistes, par exemple, diffuser des choses et demander au public auquel il s'adresse de vérifier l'information, ça pose un problème. Parce qu'un journaliste ne va jamais donner une information et demander aux citoyens de vérifier l'information. Bon, là, c'est compliqué. Donc, aujourd'hui, simplement, si moi je peux résumer ce que je pense, le journalisme, c'est simplement collecter l'information et la diffuser à un public. Et maintenant, il y a plusieurs peut-être des mécanismes qui entourent ce travail. Voilà. On n'oublie pas les responsabilités du journaliste, Albert Nagreogo. Les responsabilités du journaliste, vous faites bien de le dire, mais moi je dis toujours, le problème majeur, c'est qu'on n'est pas suffisamment allé à l'école de formation ou de sensibilisation ou de recycler les journalistes dans ce contexte de crise au Burkina Faso. Et moi je pars d'un diagnostic qui est très simple. Je dis, on a vu la crise de la Covid ici, on a très rapidement formé les médecins, le terrorisme est arrivé, on a très rapidement formé les militaires ou réadapté la formation militaire. Malheureusement, on est dans un contexte de crise avec des journalistes et un métier également qui était aussi en difficulté, un métier qui souffre d'ailleurs, même avant cette crise. Quand je dis le métier il souffre, c'est-à-dire que vous prenez aujourd'hui ceux qui travaillent dans la rédaction, vous avez pour la plupart des gens qui sont arrivés
de différentes filières ou de différentes formations, et au bout de 2 ou 3 mois de stage, on se proclame journaliste. Ensuite, vous avez des rédactions aujourd'hui qui parfois ne sont pas à la hauteur de la situation parce que vous avez des rédacteurs en chef ou des journalistes qui ne sont pas suffisamment formés en temps normal, n'en parlons même pas en temps de crise. Et autre chose, c'est que dans le contexte actuel, depuis la crise également, vous n'avez pas forcément des offres de formation, des renforcements des capacités, et on passe le temps à accuser les journalistes ou les médias de ne pas être responsables. En toute situation, surtout en situation de crise aujourd'hui, moi je pensais qu'il était nécessaire d'avoir des programmes spécifiques à l'endroit des responsables des médias sur les responsabilités, mais aussi des rédactions, les journalistes praticiens également, pour faire corps avec ce qui se passe actuellement. C'est dommage, pour moi c'est le maillon faible aujourd'hui de cette situation. Malheureusement on se rejette la balle, c'est du ping-pong. L'autre dit ce qu'il pense, l'autre également de l'autre côté rejette, et puis bon, après on ne sait pas dans quel univers on est. Alors Moussa Sawadogo, pour vous c'est quoi le journalisme? Bonne question. Le métier du journalisme, il a beaucoup évolué. Et je pense qu'il faut refaire un certain cadrage parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont racontées sur le journalisme qui montrent qu'en réalité, on ne comprend pas bien ce que c'est que le journalisme, ou souvent on le fait à dessein. Ludo a dit quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a d'un côté les journalistes professionnels et de l'autre côté les producteurs et diffuseurs d'informations. Là, on trouve les cyberactivistes et souvent quelques lanceurs d'alerte qui pensent faire le même travail que le journalisme, alors que non. Il a dit que le journalisme récolte les informations, il les traite avant de les diffuser. Mais c'est que la particularité du journalisme, c'est l'objectif. C'est pourquoi le journaliste fait ça. Parce que nous ne sommes pas les seuls qui collectons, traitons, diffusons des informations. Les médecins le font. Les historiens le font, les sociologues le font, beaucoup de corps de métier le font. La différence avec le journaliste, c'est que le journaliste a un objectif. Et c'est là où se trouve son rôle social. C'est-à-dire que cette information, on va la diffuser dans un objectif de permettre à nos concitoyens de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. De façon très simple, le journaliste burkinabé doit permettre aux Burkinabés aujourd'hui de comprendre le contexte du terrorisme, tout ce qui gravite autour du terrorisme, et non seulement les images des frappes, les chiffres, etc., mais de comprendre le problème en profondeur pour que chaque Burkinabé, à son âme et conscience, puisse se positionner. Et c'est d'ailleurs pour cela que on va diviser le travail du journalisme à 3 niveaux. C'est-à-dire dire les faits. Je pense que c'est sur ce terrain-là que les activistes nous concurrencent. Et souvent, ils sont même beaucoup plus rapides que nous, avec un simple téléphone, ça part. Mais la plus-value, c'est que le journaliste va faire une analyse. Il va décrypter. Et aujourd'hui, on est dans un monde où il y a ce qu'on appelle l'infobésité, c'est-à-dire qu'on reçoit trop d'informations, des contradictoires. Et c'est là où le 3e rôle du journaliste intervient, nous permettre de décrypter, d'analyser des faits, des commentaires pour nous. Oui. Albert a parlé d'une réadaptation du journalisme, surtout compte tenu du contexte sécuritaire. Oui, une réadaptation, je ne sais pas si le mot réadaptation est la même chose, parce qu'un journaliste qui est bien formé, c'est-à-dire que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre, les principes de la pratique journalistique restent les mêmes. Maintenant, la question qui va se poser est le code d'éthique et de déontologie à définir le cadre dans lequel le journaliste doit travailler. Le problème qui va se poser, c'est au niveau de l'éthique. C'est-à-dire, est-ce que je dois diffuser l'information ou ne pas la diffuser? Et là encore, le journalisme, en tout cas, le code de journalisme, cette question est claire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est pour cela qu'on parle de la sagesse pratique en journalisme. Donc, en dernière analyse, et quand vous regardez même ce que le code d'éthique et de déontologie du Burkina Faso dit, c'est très clair. Le journaliste défend l'intérêt général. Donc, quand j'ai une information, même si elle est vraie, est-ce qu'elle défend l'intérêt général? Ça, c'est la question que le journaliste doit se poser. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il faut éviter de courir vers comment on appelle ça? J'oublie les scoops. Il faut les scoops. Et je voudrais aussi appuyer un peu ce que Albert a dit, parce que c'est vrai que le procès qui est fait au journalisme aujourd'hui, souvent, je pense qu'il faut tenir compte d'un fait. Il a dit, quand le Covid est arrivé, les médecins ont été formés, on a été adaptés, ils ont adapté. Quand le terrorisme est arrivé, regardez au début combien de FDS tombaient.
parce que dans leur formation de base, ils n'étaient pas préparés pour faire face à cette nouvelle guerre qu'on appelait guerre asymétrique, etc. Donc aujourd'hui, quand vous prenez, je m'amuse à regarder la moyenne des journalistes reporters sur le terrain, mais beaucoup ont fini leurs études ou ont commencé à travailler pendant que le terrorisme même existait. Donc c'est-à-dire que ils se trouvent face à des situations qu'ils n'ont même pas étudiées à l'école. Ils sont sortis comme ça, des jeunes journalistes sont sortis comme ça, et puis paf, ils se trouvent face à une crise comme ça. Donc, autant on a été indulgent vis-à-vis des FDS, autant on a été indulgent vis-à-vis des médecins, je pense qu'au niveau des journalistes aussi, il faut essayer de comprendre et faire des adaptations. Là, je suis d'accord, parce que hier, quand on a eu le débat, c'était de voir les responsabilités de tout le monde est engagé, y compris les enseignants à l'université. C'était de voir est-ce qu'on a réadapté nos curricula en tenant compte de cette réalité-là. Alors, est-ce que ici, c'est le problème de la réadaptation du métier au contexte qui se pose, ou c'est le problème de ce qu'on attend du journaliste? Non, mais disons que... De ce qu'on voudrait qu'il fasse. On va d'abord du principe que nous sommes dans un pays où on fait de mauvais procès aux journalistes. Le journaliste est comme l'homme politique. On a l'impression que dans l'imaginaire du citoyen, ce sont des gens qui sont hors catégorie. En tout cas, alors que j'ai toujours dit, que vous soyez commerçant au Burkina, que vous soyez fonctionnaire, sachez que le journaliste est un Burkinabé qui a un village comme tout le monde, qui vit les mêmes réalités du terrorisme, qui est, c'est-à-dire en quelque sorte, c'est pas quelqu'un venu d'ailleurs. C'est quelqu'un qui vit les mêmes réalités. Moi, j'entends souvent des gens dire non, des journalistes qui ne savent même pas ce qui se passe dans le pays. Je dis non, c'est pas vrai. Si vous êtes de Yako, sachez que peut-être le journaliste, lui, il est d'une zone, peut-être qu'il est de Fada, qu'il est de choses. Donc, il vit les mêmes réalités que vous vivez. Il est impacté par le terrorisme, comme tout le monde. C'est pas son métier de journaliste qui fait qu'il est différent des autres Burkinabés. Malheureusement, comme on fait un mauvais procès aux journalistes, et comme le disait Albert Nagarengo, il y a pas, peut-être il faudra cette culture, voilà, cette éducation au journalisme qu'on doit donner aux citoyens. Et vous voyez d'ailleurs, c'est le seul métier, c'est l'un des rares métiers où quelqu'un qui n'a aucune notion de journalisme pense dire aux journalistes comment il doit travailler. Moi, j'ai l'habitude de demander aux gens, mais est-ce que vous allez voir un chirurgien pour lui dire, voilà, c'est comme ça, vous devez faire dans votre travail. Mais pourquoi pour le journaliste, vous dites non, les journalistes burkinabés, ils ne sont pas bons, ils doivent faire ça, ils font ça. Parce qu'on a l'impression que le métier, il est simple, tout le monde peut, peut faire ce que le journaliste fait. Parce que le problème du journaliste, il évolue dans un cadre où ce sont les règles éthiques et déontologiques, effectivement, qui dictent sa façon de faire. C'est vrai, Albert a parlé de la responsabilité sociale. C'est vrai, nous sommes là, nous sommes des Burkinabés, c'est ce que j'aime à dire, face à un acte terroriste. Mais avant de penser que nous sommes journalistes, c'est que nous sommes des citoyens burkinabés et nous ressentons la même chose que tout Burkinabé ressent face à cet acte terroriste. Maintenant, le devoir de donner peut-être une information. Est-ce qu'on donne l'information parce que simplement on a envie de faire du sensationnel, ou bien on se dit l'obligation d'informer les populations sur ce qui se passe? Aujourd'hui, vous allez par exemple dans une province, prenons une province qui est dans une zone à haut défi sécuritaire. Vous voyez les réalités qui se passent en tant que journaliste. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez par exemple des populations qui ont des difficultés à avoir de l'eau, qui ont des difficultés à se nourrir. En tant que journaliste, mais peut-être que vous allez relater ça. Mais le président de la transition, d'ailleurs, rappelez-vous quand il a pris le pouvoir, il a dit que lui, il a tourné dans le Burkina, il a vu certaines choses, il en a parlé devant les gens. Mais si un journaliste parle, on trouve que ce n'est pas normal. Comment expliquer cette situation? Bon, voilà, c'est pour ça que moi j'ai dit, on fait des faux procès aux journalistes dans ce pays. On pense que le journaliste, comme l'homme politique, ce sont des gens qui viennent d'une autre planète. Alors que non, ce sont les Burkinabés comme nous. Ils vivent les mêmes situations, les mêmes réalités. Et face à toute situation, eux, ils ont aussi, ils ressentent les mêmes choses que tous les Burkinabés ressentent. Maintenant, dans leur rôle, comme Moussa l'a dit, notre rôle, c'est d'informer les citoyens, lui donner des clés de lecture d'un sujet d'actualité. Si le terrorisme est un sujet d'actualité, il faut que le journaliste puisse donner les clés de lecture aux citoyens pour qu'ils comprennent les tenants et les aboutissants peut-être du terrorisme. Et dans cette démarche, souvent les citoyens ne comprennent pas bien.
Alors, on va passer à l'aspect liberté de presse. 1,96 sur 4, c'est la note de l'indice de la liberté de presse au Burkina. En 2023, présenté par le Centre de presse Norbert Zongo le 3 mai à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. La note la plus basse que le Burkina est connue depuis l'existence de l'indice. Albert Nagrewo, est-ce que la note de 1,96 colle à la réalité actuelle en termes de liberté de presse? C'est 1,96 sur 4. Sur 4. Je pense que comme Moussa est là, il fait partie des experts qui ont mené l'étude. Mais je trouve que 1,96 sur 4, c'est faible à la fois aussi. Je pense que ça aurait pu être plus bas encore. Parce que quand on regarde aujourd'hui l'ensemble des problèmes qui existent dans la pratique du journalisme, c'est grave parce qu'en l'espace d'une année, vous avez combien de médias qui ont été suspendus ou fermés, des médias internationaux, étrangers, disons, et des médias locaux. Et vous avez également des journalistes qui ont été agressés, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit également à Ouagadougou. Vous avez des journalistes qui reçoivent des menaces également. Vous vous rappelez des communiqués, les déclarations du Centre national de presse Norbert Zongo avec les autres partenaires, les organisations professionnelles des médias, c'est officiel. Vous avez également des journalistes aujourd'hui, peut-être des mois et des années, qui mettent plus pied au Burkina, soit ils disent qu'ils sont en danger et ils se retrouvent dans d'autres pays voisins. Et vous avez également dans le contenu éditorial aussi la pratique qui a changé, parce que très peu aujourd'hui parlent des questions sécuritaires pour ne pas être après faire l'objet de menaces ou encore des récriminations de façon générale. Donc vous voyez un peu tout ce que j'ai décrit. Mais à côté aussi, vous avez la fermeture de certains médias ou suspension pour des impôts non payés. On en a connu avec le journal L'événement en 2023, je pense. Et récemment, par exemple, vous avez Savane Média. Bon, ça, on pourrait dire que c'est en 2024, c'est pas comptabilisé. Il y en a d'autres peut-être qui ont été fermés ou suspendus, mais qui sont restés dans l'anonymat, qui n'ont pas fait de bruit. Donc, au niveau des impôts, au niveau également d'autres services de l'État. Donc, le tout mis ensemble aujourd'hui, vous voyez qu'il y a beaucoup d'arguments, il y a beaucoup de raisons de dire que cette liberté de presse-là, elle est véritablement éprouvée. Et éprouvée, quand on parle, les gens disent non, c'est bon, cette place-là. D'ailleurs, dans les pays développés, ils n'ont pas ce rang-là. Donc, le Burkina avoir ce rang, c'est un luxe encore. Donc, je pense qu'on aurait pu avoir une note en deçà de 1,96. Et l'inquiétude, c'est jusqu'à quand ce problème-là va perdurer, parce que je ne suis pas sûr que ça va changer demain ou après-demain au regard de l'évolution de la situation sécuritaire et puis au regard également des exigences de plus en plus sur le terrain et aussi la précarité économique dans laquelle les médias se retrouvent. J'ai bien peur que l'année prochaine, qu'on ne dise pas que voilà le nombre de médias qui ont fermé définitivement. On va revenir sur cet aspect précarité, la situation économique actuelle des médias. Alors, Moussa Sawadougou, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette note 1,96 sur 4? Merci. Et je pense qu'avant d'aller plus loin, il faut que j'explique quelle est la méthodologie qui a été utilisée, parce que c'est quand même une méthodologie qui a été très scientifique, qui a été utilisée avec trois niveaux de démarche. La première des choses, c'est qu'on a eu un corpus, c'est-à-dire c'est à partir de avril 2023 jusqu'à début mai 2024. Donc c'est les 12 derniers mois. Donc, ce qui veut dire que beaucoup de choses qui se sont passées après ces 12 derniers mois-là et qui se sont passés en 2024 ne sont pas encore prises en compte. Ça sera pris en compte dans le rapport de l'année prochaine. Donc, il y a eu 3 démarches. La première démarche, c'est qu'on a eu une équipe qui a travaillé sur une revue, documentaire où on a parcouru les journaux, on a vu tout ce qui a été écrit sur la liberté, les violations, tout ce que les médias ont subi. Le deuxième niveau, c'est que on a rencontré les journalistes, évidemment pas tous, mais on a eu un échantillon où des questionnaires leur ont été adressés, où il y a eu des entretiens avec ces journalistes-là pour récolter, pour avoir beaucoup plus de détails. Et le troisième niveau, c'est qu'il y a eu une rencontre d'experts. Ces experts, c'est des journalistes professionnels, ce sont des hommes de droit. Le ministère de la Communication a même été invité aussi. Donc, des hommes de droit, des observateurs, des mouvements des droits de l'homme, à qui un questionnaire a été adressé. Et c'est eux
qui notent. Chacun note individuellement les différents éléments. Et on a eu un atelier où pendant une demi-journée, on a discuté et des discussions. Chacun devait justifier la note qu'il a donnée. Si tu donnes une mauvaise note, tu dois justifier. Et si ta note n'est pas convaincante, voilà, il faut faire attention parce qu'on voudrait que le travail soit assez scientifique. Donc, effectivement, on est arrivé à ça. Donc, à ne pas confondre avec le rapport de Reporters sans frontières, parce qu'on n'a pas les mêmes critères d'évaluation. Mais ça nous réjouit de voir que même avec des critères différents, il y a une convergence de l'appréciation. C'est que au niveau national, les experts nationaux trouvent que la liberté de presse au Burkina se dégrade et aussi ce qui se passe au niveau international va dans le même sens, même si on n'a pas les mêmes critères de notation. Ce qui est arrivé, pourquoi on est arrivé à ça? On est arrivé à ça parce qu'on a trouvé qu'il y a 3 grosses menaces sur la liberté de presse au Burkina. Je ne donne pas par ordre de grandeur, hein, je donne ça comme ça. On a d'abord la menace des terroristes eux-mêmes. Aujourd'hui, on a vu que beaucoup de radios, surtout les radios communautaires à l'intérieur du pays, sont fermées. Ou des émissions comme les émissions interactives sont totalement arrêtées sous injonction des terroristes. Des journalistes ont été obligés de fuir leur localité parce qu'ils avaient reçu des menaces de mort. Donc, oui, les mouvements terroristes sont un obstacle à la liberté de presse. Il faut être catégorique avec ça. Le deuxième élément, ce que j'appelle le goulot d'étranglement, c'est le pouvoir politique actuellement au pouvoir au Burkina, avec un discours stigmatisant. Ce discours stigmatisant fait que les journalistes sont présentés comme un obstacle ou des gens qui n'accompagnent pas assez. Et les correspondants étrangers, des médias étrangers sont facilement assimilables à des valets locaux, etc., etc. Donc, le discours politique au plus haut niveau de l'État, qui est un discours stigmatisant, va libérer une certaine haine des populations vis-à-vis des journalistes. Et vous avez vu que des associations, dites associations civiles, ont menacé. Une étude que j'ai faite l'année passée montre qu'il y a 20 journalistes qui ont été directement menacés individuellement de mort avec 7 entreprises de médias qui ont reçu des menaces d'incendie. Donc, voici les 3 niveaux. Les terroristes, le discours politique officiel et une partie de la population burkinabé qui pense qu'ils sont beaucoup plus ceux qui soutiennent la transition et qui agissent souvent au nom de la transition. Mais ce qu'on déplore, c'est que malgré ce discours de haine violent, de discours même d'appel au meurtre, il y a eu des appels au meurtre. Nous avons des preuves, nous avons des vidéos, des gens qui le font à visage découvert, ni le pouvoir politique. Au nom de qui ces gens-là revendiquent leur prise de position, ne sort pour dire « Oh là, ce n'est pas la bonne manière de nous soutenir ». Donc ce silence du discours politique laisse croire qu'il veut sous-traiter la violence-là avec ces mouvements de jeunes-là. L'autre élément, c'est qu'on trouve aussi que la justice n'est pas proactif dans ça, parce qu'il y a des appels au meurtre, des discours de haine, et on ne sent pas que la justice s'auto-saisit de cette question-là. Alors, nous allons parler, compte tenu de ce que vous avez exposé comme réalité actuellement, Lido Tierno. Albert a émis ce risque-là, celui de l'extinction de certains médias, notamment ceux privés. Oui. Est-ce que vous partagez Oui, effectivement, M. Sawargo a bien fait de le souligner. C'est vrai que quand aujourd'hui on dit que la liberté de presse a un problème, il y a une logique de confrontation entre certains Burkinabés. Oui, c'est une bonne chose, on ne doit pas laisser les médias s'exprimer. Non, le problème ce n'est même pas d'abord au niveau des pouvoirs publics et autres. Le problème même c'est au niveau des terroristes, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de journalistes qui n'auront pas peut-être la chance actuelle de connaître le Burkina comme nous on a eu la chance de connaître le Burkina à travers toutes ces provinces. À travers toutes ces régions, on a eu la chance de connaître en tant que journaliste. Mais aujourd'hui, le journaliste est obligé peut-être d'être à Ouagadougou. Il ne peut plus se retrouver à Dori, à Diapaga pour des reportages. Donc déjà, ça limite effectivement sa capacité de mouvement. Ça, c'est un problème. Ensuite, ce que les gens ne comprennent pas beaucoup, c'est pas à Ouagadougou seulement, il y a des médias. Il y avait des médias à Guibo et autres. Quand on cause avec ces journalistes qui étaient obligés de fermer leur radio dans les provinces, ça c'est déjà un facteur qui pose un problème à la
liberté de presse. Parce que si on va du principe que la liberté de presse, c'est un ensemble, d'abord dans lequel il y a le pluralisme des médias et la pluralité dans le contenu, on voit déjà qu'il y a des médias qui ferment leurs portes. Ce n'est pas d'abord à cause des pouvoirs politiques, mais c'est parce qu'ils sont dans des zones à haut défi sécuritaire et ces médias ne peuvent pas fonctionner. Donc ces médias ferment leurs portes. Ensuite, il y a ces menaces que des uns et des autres reçoivent. Alors, tous ces problèmes font qu'aujourd'hui, et surtout la question économique, parce qu'effectivement, quand un média ne peut plus travailler, c'est difficile qu'il puisse avoir de la publicité pour vivre. Alors, si vous n'avez pas un promoteur, notamment les médias privés, qui a assez d'argent, mais ça risque de poser des problèmes. Parce que, comme vous le dites, les impôts, eux, sûrement, ils ne vont pas accepter l'excuse que, bon, compte tenu du terrorisme, on n'a plus trop de publicité, donc c'est difficile pour nous d'avoir de l'argent. Ce n'est pas sûr que les impôts acceptent cette façon de faire. Et vous allez être dans un média, travailler avec des gens, faire 3, 4 mois, 5 mois, vous ne pouvez pas les payer, mais ça, c'est sûr que ces agents vont se chercher. Et si vous ne pouvez pas faire face à toutes ces charges, vous serez obligé de fermer. Ce n'est pas quelqu'un qui a fermé votre radio, mais c'est vous qui êtes obligé parce que vous n'avez plus les possibilités économiques de tenir. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, il faut craindre pour l'avenir des médias. Il faut craindre. Alors, Moussa Sawadogo a évoqué la question du discours politique. La position du gouvernement sur la question de la liberté de la presse est connue. On va suivre ce message du ministre de la Communication, livré à l'occasion du 3 mai, un message qui a été donné par son chargé de mission, M. Valentin Kambiri. Suivons. Je voudrais, avant tout propos, féliciter l'ensemble des membres du comité de pilotage du centre de presse Norbert Zongo, qui travaille inlassablement à magnifier le métier de journalisme à travers les différentes activités que ce centre mène depuis sa création. Je voudrais ensuite vous dire que cette commémoration au Burkina est placée sous le thème « Quel rôle pour les journalistes en situation de guerre ?» Ce thème-là nous interpelle parce que nous sommes en guerre. Et le rôle que doit jouer le journaliste en cette période de guerre doit être conforme aux aspirations d'abord des gouvernants et ensuite du peuple entier. Nous devons faire chorus ensemble, nous devons faire chorus pour mener à bien la bataille qui est la nôtre, à savoir la libération de notre territoire. Et c'est ça l'objectif premier du gouvernement. Nous sommes là pour justement transmettre ce message aux journalistes du moins, qui travaillent d'arrache-pied, qui travaillent inlassablement pour justement porter l'information juste et vraie, à savoir la libération de notre territoire. Alors, voici donc le message du ministre de la Communication à l'occasion du 3 mai. Le rôle du journaliste doit être conforme aux aspirations des gouvernants. Albert Nagrigo. Oui, c'est ce que je disais au départ. Malheureusement, le gouvernement n'a pas su créer cet engouement-là pour pouvoir amener les médias et les journalistes de façon générale à être en conformité avec leurs aspirations. Parce qu'aujourd'hui, c'est des médias qui sont totalement dépourvus de tout ce qu'il faut pour faire véritablement le travail. Du point de vue juridique, la menace plane avec les suspensions, les interpellations. Du point de vue également matériel ou renforcement des capacités, c'est tout un problème, il n'y en a pas. Du point de vue également collaboration aussi, vous voyez aujourd'hui que ce sont des médias d'État qui sont au devant de l'information. Si ce n'est pas la télévision nationale, la RTB, c'est que c'est l'agence d'information du Burkina, l'AIB, qui sont au devant de l'information. Et donc on a l'impression que les autres médias maintenant qui sont là aujourd'hui ne sont pas des médias qui sont en griffe patriote ou des médias qui font le travail de service public. Et ça, on l'a déploré plusieurs fois. Malheureusement, ça n'a pas changé. Et quand on voit certains reculs, par exemple, avant on avait l'occasion par exemple au Conseil des ministres, après juste de poser des questions d'actualité aux membres du gouvernement. Aujourd'hui, vous n'avez pas cette opportunité-là d'avoir le porte-parole du gouvernement s'exprimer aux médias après le Conseil des ministres. Donc les sujets d'actualité brûlantes qui font parfois l'objet des débats ne sont pas posés, personne ne répond à ces questions et on attend peut-être une déclaration du gouvernement pour relayer, c'est tout. Quand vous prenez l'exemple récent des Human Rights,
Et quand vous prenez le communiqué conjoint des États-Unis et du Royaume-Uni, vous n'aurez pas l'occasion, avec les membres du gouvernement, leur poser la question de vive voix et puis savoir pourquoi ils rejettent. Mais ils vous diront une déclaration et puis vous relayez, par exemple, ces informations. Donc, à mon avis, aujourd'hui, le discours ne colle pas véritablement avec la réalité. Il y a le discours qui est là, on appelle les médias à nous soutenir, à nous accompagner, mais dans le fond, il n'y a véritablement rien qui est fait pour accompagner. On a l'impression plutôt, comme on vient de le dire, de vouloir étouffer peut-être beaucoup plus les médias et surtout les voix discordantes en procédant ainsi à des menaces ou à des suspensions. Quand on regarde la suspension dernière des médias étrangers, on peut les apprécier, les suspensions ou le rôle de chacun, mais à un moment donné, on se demande est-ce que ce n'est pas une ligne qui a été adoptée pour atteindre des objectifs peut-être politiques ou encore d'autres raisons qu'on ignore, parce qu'on trouve que c'est quand même trop en voulant procéder ainsi. Regardez, aujourd'hui, on est le pays où presque tous les médias étrangers, quand vous prenez, ça n'existe plus en quelque sorte. Même le Mali qui a commencé avec la suspension de RFI et France 24 ou Jeune Afrique n'est pas à ce stade aujourd'hui, à mon avis, je pense. Et donc, si vous prenez le Niger, je ne pense pas également qu'il soit à ce stade. On est pratiquement le seul pays aujourd'hui où ces médias-là sont suspendus et même au niveau national, rien n'exclut que nous-mêmes, nous puissions subir également le même sort qui est réservé à ces médias étrangers. Et en ce moment-là, je ne pense pas que c'est pour arranger. Je dis toujours, les hommes politiques, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est ouvrir le débat. On peut avoir un débat utile, on peut avoir un débat intelligent, on peut avoir également un débat inclusif, que de vouloir prendre une seule direction. Parce que là, vous braquez tout le monde, et le jour que les gens décident de parler, ce n'est pas à l'avantage également du régime. Vous serez obligé de courir pour colmater ce qui pouvait être fait en amont depuis longtemps. Et je trouve que cette manière de faire là, c'est à revoir. Alors, Lise Thierno, est-ce que face à ce discours politique, on place le journaliste face à deux choix? Celui d'être patriote, accompagner le gouvernement, ou celui de rester professionnel? Oui, mais c'est-à-dire que quand on va et on veut montrer aux journalistes quel est le chemin qu'il doit suivre, ça pose un autre problème. Parce que moi, j'ai dit, les journalistes sont des Burkinabés qui vivent la situation du terrorisme comme tout Burkinabé, qui sont impactés par le terrorisme comme tous les Burkinabés. Donc forcément, quand ils parlent de ce terrorisme, je suis sûr, en eux, ils ressentent la même chose que ressentent tous les Burkinabés. Donc, vouloir un peu leur faire des faux procès en pensant qu'eux, ils sont hors cadre, c'est-à-dire, eux, ils évoluent autrement que les Burkinabés, je ne pense pas. Ça pose un vrai problème. On taxe les journalistes de révéler que le mauvais côté des choses. Lorsqu'il y a des avancées, on n'en fait pas cas. Oui. Non, mais le problème est simple. Parce que vous savez que la guerre, ce n'est pas comme un reportage que j'irai faire à la Bourse du Travail. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, aucun journaliste ne peut aller sur le terrain de guerre si ce n'est pas à travers l'accord de l'état-major. Parce que si moi je quitte aujourd'hui, je vais dans une zone, parce que vous savez que le Burkina a été divisé en zone d'intérêt militaire. Moi je pars en tant que journaliste de façon individuelle. Mais si je suis dans cette zone, on me retrouve dans cette zone-là. Qu'est-ce que je dois dire pour dire que effectivement je suis là en tant que journaliste? On peut me considérer comme un terroriste. Ou bien, bon, les terroristes peuvent aussi, voilà, en quelque sorte. Donc, mais si je passe par l'état-major, c'est que ma sécurité est assurée, la logistique est assurée pour que je puisse aller faire un reportage. Mais est-ce qu'on aura l'impartialité dans le document? Oui, non, mais moi j'ai dit toujours, par exemple, prenez ce que le gouvernement... Est-ce que tu as la liberté de dire... Oui, mais non, prenez ce que le gouvernement, par exemple, on a l'habitude de faire ces derniers temps. Il y a un événement, moi j'aurais souhaité, par exemple, si le président est à Bobo-Dioulasso, qu'on invite les journalistes quand le président fait une déclaration. Mais non, on vous fait un communiqué et on envoie aux médias. Mais tous les médias vont reprendre le communiqué comme il a été fait. C'est-à-dire que celui qui lit va voir la même chose dans tous les médias. Alors que si les journalistes étaient invités, par exemple, quand le président prononçait son discours, par exemple à Bobo, vous arrivez, chaque journaliste va aborder à travers un angle différent. C'est vrai, il a dit que la guerre maintenant sera de haute intensité, mais compte tenu du fait que tous les journalistes qui sont là viennent avec leur angle de reportage, quand vous lirez dans les différents médias, vous verrez le même sujet, mais traité autrement par plusieurs. Mais si c'est un communiqué, chacun est obligé de suivre ce que le communiqué dit. Et avant, on avait l'état-major, comme je le disais,
qui nous donnaient des informations. Donc on pouvait les traiter. Maintenant, ça n'existe plus. Alors qu'est-ce que vous voulez que le journaliste fasse? Que lui-même il aille chercher des informations, ce qui est difficile parce qu'aller sur un terrain de guerre, on ne peut pas se lever comme ça, aller sur un terrain de Mais guerre souvent on sans certaines entend garanties. cette phrase-là. Est-ce que vous avez fait la demande? Est-ce qu'on vous a rejeté? Est-ce que les journalistes font la demande Mais justement? je suis sûr, parce que j'ai causé avec des journalistes. J'ai causé avec des journalistes l'émission de Dori. civilisation. Et ils sont de la RTB en son temps. Ça doit être sous le pouvoir de Rock, je pense. Ils m'avaient dit qu'ils voulaient faire un reportage à Kelbo. Ils ont adressé une correspondance. Parce qu'il faut, comme je le dis, leur sécurité et la logistique, sûrement, doit être assurée par l'état-major des armées. Mais ils ont adressé la correspondance, ils n'ont jamais eu de réponse. Ça, c'était sous le pouvoir de Rock. Les journalistes de la RTB qui étaient à Dori, qui m'ont dit ça. Ça encore, c'est un média public. Et nous, par exemple, du privé, si on adresse des correspondances pour dire qu'on veut suivre, qu'on veut que l'état-major nous fasse aller sur le terrain, est-ce que c'est sûr qu'on aura des réponses? Sinon, bon, personnellement, je n'ai pas adressé, mais je me dis sûrement qu'il y a des médias du privé qui ont dû sûrement adresser des correspondances. Alors, la question du patriotisme et du professionnalisme, deux aspects qui sont en crise actuellement au Burkina Faso dans ce discours, cette crise sécuritaire dans l'ensemble. On entend souvent Moussa Sawadougou, des gens dire que, même le discours officiel le dit, hein, il y a des médias ailleurs qui sont dans la propagande, qui ne montrent que le bon côté des gouvernants dans leur pays. Des actions politiques mises en place dans leur pays, même si cela est critiquable. Pourquoi est-ce que les Burkinabés, les médias burkinabés, les journalistes burkinabés ne font pas autant? On a l'impression que c'est ce qui est reproché aux journalistes. Oui, j'ai entendu ça, mais je ne partage pas. Beaucoup qui disent ça, c'est des raccourcis qu'ils font. Et on en veut pour la preuve la guerre en Ukraine. Moi, je suis beaucoup les médias européens sur la question en Ukraine, mais je vous dis, ils sont très critiques par rapport au président ukrainien lui-même. Le choix, la stratégie, sa décision de prendre une loi pour refuser que l'Ukraine négocie avec l'URSS, il suffit de faire la revue de presse. Bon, moi j'entends les gens dire, mais personne n'envoie une preuve. On est dans la rumeur. Mais quand vous analysez le contenu médiatique européen, il y a des critiques. Ça ne veut pas dire qu'ils soutiennent l'Ukraine. Ça ne veut pas dire qu'ils soutiennent la Russie, je veux dire. On critique la Russie qui a envahi l'Ukraine. Ça, c'est d'abord un narratif qui est partagé par pratiquement tous les médias. Mais la responsabilité ukrainienne n'est pas passée sous silence. Donc, les gens qui disent ça, moi j'attends qu'on m'envoie des preuves. L'autre élément que les gens citent, c'est la question israélienne. Mais je suis désolé, quand vous écoutez les médias israéliens, comment ils critiquent le Premier ministre, tout en soutenant la lutte contre le Hamas, tout en soutenant le fait qu'il faut absolument ramener les otages israéliens que le Hamas a pris, ça ne les empêche pas de critiquer la politique interne menée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Ça se fait. Je pense que ceux qui font ces genres de critiques faciles-là, c'est des gens qui ne suivent pas les médias dans ces différents pays. Le cas du Burkina... Mais ce qui est d'autant plus dommage, c'est que ce sont des praticiens même du domaine qui le disent, qui ont peut-être changé de camp. Bon, voilà, vous avez dit qu'ils ont changé de camp. Donc s'ils ont changé de camp, c'est-à-dire qu'ils ont décidé d'être dans la désinformation. Et la désinformation, c'est le choix délibéré de tourner le dos à la vérité. Point. Donc, s'ils ont décidé de tourner le dos à la vérité, c'est un choix éthique, personnel qu'ils ont fait. Je ne veux pas les juger, mais bon, voilà, la réalité est là. Mais dans le cas du Burkina, je pense qu'il y a un problème spécifique. Ça me fait penser à ce que le philosophe dit. Ce qui nous unit, c'est ce qui nous sépare. Quand on oppose patriotisme avec professionnalisme, honnêtement, je trouve que c'est de l'absurdité. On ne peut pas. Je vous ai dit, la mission première, la mission sociale d'un journaliste, c'est l'intérêt de la population, l'intérêt général. Et l'intérêt général est à dissocier avec l'intérêt d'un groupe au pouvoir. C'est deux choses totalement différentes. Le journaliste burkinabé doit défendre les intérêts du Burkina Faso, pas les intérêts du MPSR, pas les intérêts du président. Et
Et le journaliste doit pouvoir faire la nuance entre les intérêts d'un groupe au pouvoir, qui est là pour la gestion d'un pouvoir à un moment donné, et qui va partir, et les intérêts des Burkinabés, qui sont dans une nation qui, elle, est éternelle. Et l'histoire récente nous renseigne ça. Regardez sous Blaise Compaoré. On a eu des journalistes, les journalistes CDP, qui sont partis à Zignaré, créer l'association des journalistes CDP. Ils sont là où aujourd'hui? Donc le pouvoir, il passe. Et la responsabilité sociale d'un journaliste, quand je dis c'est l'intérêt général, et c'est pour ça que pour moi il ne doit même pas avoir une guéguerre entre les autorités et les journalistes. Je défends les intérêts du Burkina Faso. Les intérêts du Burkina Faso aujourd'hui c'est quoi? C'est le retour de la paix, le retour des PDI dans leur lieu, c'est le développement du pays. Si je constate que le gouvernement en place travaille dans ce sens, dans le sens de l'intérêt général, pourquoi moi journaliste je vais m'opposer à ça? Pourquoi? À moins que je sois de mauvaise foi. Mais si à mon âme et conscience, je vois que dans la gestion, le pouvoir pose des actes de gabegie, de détournement, de népotisme, est-ce que moi, journaliste, je dois cautionner ça? Sous prétexte que je vais accompagner le gouvernement. Est-ce que là, je n'accompagne pas un groupe au pouvoir au détriment de l'intérêt général? Et c'est ça où le problème se pose au niveau des journalistes. Et ça, c'est pour cela que dans le code d'éthique et de déontologie du Burkina Faso, c'est écrit, malheureusement beaucoup de nos confrères ne le lisent pas, ils ne savent pas, c'est écrit en dernière analyse, le journaliste burkinabé écoute sa seule conscience. Quel est l'intérêt du Burkina Faso? Là où il y a le problème, c'est que le gouvernement actuel a mis sur pied une stratégie nationale de communication de guerre. Or, dans cette stratégie de communication de guerre, l'information devient une arme. Aussi bien que le militaire qui a sa Kalachnikov pour combattre. Le gouvernement veut qu'on utilise l'information comme une arme de guerre. Dans le même temps, le gouvernement nous dit alors, la mise en place de cette stratégie de communication de guerre-là va se décliner de la manière suivante, la vérité et l'information officielle. Ce qui est dit officiellement par l'autorité est l'information. Tout ce qui ne vient pas de l'officiel n'est pas l'information. C'est dans ce sens que le gouvernement dit, donc c'est à nous de produire l'information officielle à travers les communiqués de presse. En dehors des communiqués de presse, il ne faut plus croire à autre chose. Mais le problème, c'est que ça met en cause le fondement même du journalisme, qui est le doute. Une information, je dois douter, je dois la vérifier, je dois aller la rechercher. Or, si je le fais, je rentre en contradiction avec la stratégie de communication de guerre. Et on va me dire que je suis apatride. Donc, voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça le problème. Alors que, malheureusement, je trouve qu'on n'aurait pas pu arriver à là. En tout cas, personnellement, je sais, j'ai fait des propositions acquis du droit, avec des propositions pour voir comment apaiser la tension entre les journalistes et les journalistes. Parce que, pour finir, les journalistes ne vont pas perdre. Parce que je suis de ceux qui croient qu'on ne peut pas arrêter le flux de l'information. On a fermé RFI, on a fermé France 24. Mais ils sont combien de Burkinabés qui continuent à écouter RFI? Ils sont combien de Burkinabés qui continuent à suivre France 24? Et qui interviennent même. Et qui interviennent même. J'ai vu même France 24, RFI continue même à parler de l'actualité nationale du Burkina Faso. Donc aujourd'hui, avec les nouveaux moyens de l'information et de la communication, on ne peut pas arrêter. Fermer un média n'empêche pas les gens de le suivre. Ça, c'est une erreur absolue que des autorités sont en train de faire. Parce qu'on a tous les moyens technologiques pour contourner la censure. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre sur pied une stratégie de communication qui va intégrer tous ces éléments-là pour ne pas laisser la place à ceux qui nous critiquent de façon négative, mais à pouvoir leur apporter de la contradiction, parce que je pense que les Burkinabés ne sont pas bêtes. En apportant la contradiction, ça va poser problème. Et je voudrais terminer sur l'affaire du Human Rights Watch. C'est Human Rights Watch. Oui, c'est ça. Mais j'ai écouté le communiqué du gouvernement. Bon, j'ai dit, moi, c'est un peu ma position. C'est dommage qu'on arrive à ça. Mais je pense que quelque part, le gouvernement prête le flanc. Il faut avoir le courage de le lui dire. Il prête le flanc. Ce n'est pas la première fois qu'on entend dire que nos FDS se sont rendus coupables de ceci ou cela. Ce n'est pas la première fois. Et chaque fois qu'il a eu cette rumeur-là, le procureur est sorti pour dire qu'il y a une enquête en cours. Mais ça fait combien d'enquêtes en cours qu'on n'a pas? Ça fait combien d'enquêtes? Donc vous voyez, un spécialiste de la communication de crise va dire que vous communiquez mal.
Parce qu'en communication de crise, les gens se posent des questions. Les gens sont dans l'incertitude. Les gens sont perdus. Ils ont besoin de réponses. Si vous ne leur apportez pas la réponse, ça veut dire que vous devenez même des gens qu'il faut soupçonner. Et moi, je pense que si aujourd'hui, avec toutes les forces, parce qu'on a entendu dire qu'on a des drones qui surveillent tout, on écoute tout, on entend tout, et après, il y a des cas, quand l'armée sort, on sait qu'une armée est partie là, elle agit là, elle est revenue, on peut tracer le parcours de nos militaires. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'un siècle pour dire si oui ou non les accusations là sont fondées ou pas. Mais je pense que le gros problème de notre gouvernement, c'est ce silence-là. Et ce silence-là ne l'arrange pas. Et ce n'est pas en fermant les médias qui va arrêter la circulation de l'information. Alors, il faut rompre avec l'omerta, Albert Nagrigo, pour pouvoir changer la tendance. C'est l'idéal, je dis toujours à nos amis, les idéalistes dans un pays où c'est tout à fait le contraire. Parce que l'omerta aujourd'hui, c'est une pratique que les dirigeants depuis Blaise Compaoré, peut-être même avant Blaise Compaoré, ont opté comme moyen de communication, même si ce n'est pas un bon moyen, ce n'est pas un moyen efficace, mais ils l'ont opté et jusqu'aujourd'hui ils continuent avec. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la parole officielle, la personne accorde d'importance, ou les gens accordent très peu d'importance à une parole officielle, à un communiqué ou une déclaration. Parce qu'on est habitué à ça et il n'y a jamais de résultat. Quand tu parles des enquêtes, combien d'enquêtes ont été ouvertes au Burkina, il n'y a jamais eu de suite. Je veux parler des Yirgou, on veut parler de Gaskindé, de Inata, l'attaque de Inata où il y a eu des soldats qui sont morts, des gendarmes qui sont morts également. On en a eu encore récemment avec, dans la province du Yatenga avec cette histoire de Nordo et Soro. Et il y en a beaucoup, il y a des milliers d'exemples. Il y a des milliers d'exemples et ça, des résultats. Même à Tawalbougou à l'époque, on en a vu. Donc après, on se pose la question, est-ce que c'est les institutions qui ne s'assument pas? Parce que la justice est là. Elle est indépendante, elle a ses moyens également, elle est un pouvoir, donc elle ouvre ses enquêtes, et si elle ne ferme pas ses enquêtes, est-ce qu'il faut en vouloir au gouvernement, à l'exécutif? Ça aussi c'est la question. On connaît également la réalité de la justice, puisque les acteurs même se plaignent d'une remise en question de leur indépendance. Mais oui, si elle a ces réalités qui sont là, et qu'elle n'a pas les moyens de changer les choses, pour que ces réalités changent, à un moment donné, on va la taxer d'être responsable. Récemment, les magistrats ont refusé d'aller à l'ALT pour les questions de réforme, mais pour plusieurs raisons qu'ils ont évoquées. Tant mieux, les gens prennent, ils ont pris l'opinion à témoin, et là, il n'y a pas de problème. On sait également que par le passé, que ce soit à la rentrée judiciaire, le chef de l'État a également fait le tour des palais, des cours, il rencontre les magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature, les problèmes sont égrenés à longueur de journée également. Mais si ça ne change pas, si on n'a pas les moyens efficacement pour travailler, il faut trouver le moyen de contraindre l'exécutif pour vous donner les moyens de travailler. Selon moi, à un moment donné, j'ai dit que ce n'est pas le problème de l'exécutif. Si vous avez ouvert des enquêtes sur des gens qui sont morts, ou si on peut considérer des crimes très importants, et que vous n'allez pas jusqu'au bout du processus, c'est que faut pas en vouloir à l'exécutif. Alors, ça me rappelle le fait. On parle là d'un régime militaire. Ça me rappelle le fait également. Non, même dans le régime militaire comme dans le régime normal. Ça me rappelle le fait que c'est l'Union européenne ou c'est d'autres ONG qui viennent financer la tenue de nos assises, par exemple les assises criminelles au Burkina. Et que jusqu'à présent, quand les magistrats également revendiquent dans leur plateforme revendicative, ce qu'on voit le plus, c'est les intérêts matériels et moraux, les conditions de travail du magistrat. Mais la population dans tout ça, là, c'est où? Et donc, moi, je pense qu'il faut que les institutions s'assument. Le gouvernement sort, il fait ses communiqués, que ce soit des communiqués de propagande, c'est la réalité, mais que les institutions également judiciaires aussi le fassent. On a vu dans le cas de Aya la guérisseuse ici. Tout le monde avait applaudi. On a également vu comment l'affaire a pris fin. Mais pour dire que, voilà, enfin, les magistrats ou la justice sort de son silence pour dire niet. Donc, il faut continuer dans ce sens, sinon après, on va prendre les péchés de l'exécutif pour coller à la justice. Ouais, je voudrais quand même dire à Albert que je comprends son point de vue, hein, mais deux choses. Un, il a dit que l'omerta a commencé avec Rock et tout ça. C'est vrai. Non, même pas Rock, avec Blaise. Oui, avec Blaise. Mais tous ces prêts, ils sont partis où? Ils ont fini comment? Que ce soit sous Blaise, vers la fin du règne de Blaise, sous Rock, on a toujours dit, et sur tous les plateaux, je pense qu'on disait que le problème de Rock, c'était la communication. Mauvaise communication. On est arrivé, donc je comprends l'omerta, mais c'est aussi de regarder le passé. Il ne faut pas répéter les erreurs des autres. Les autres l'ont fait. Ils ont fini comment? Ils sont où?
Est-ce qu'on va continuer dans le même chemin et puis arriver à la même chose? L'autre élément, les institutions fortes. Je suis désolé. Au Burkina, il n'y a pas d'institution forte, sauf l'exécutif. Il faut avoir le courage de le dire. Comment vous pouvez comprendre que la sécurité présidentielle prenne d'assaut un palais pour aller retirer un justiciable? Celui qui a donné l'ordre de le faire, il sait qu'il n'y a rien, il n'y a pas maïs. Comme l'a dit. Et on a entendu le président lui-même dire, qui a même plaisanté, disant qu'on dit que c'est ma copine, et alors? Ben, toi, le président va dire ça, toi tu es magistrat, tu dis que toi tu es homme fort. Il faut être clair. On a vu des cas, l'affaire Maître Cam, l'affaire le jeune... Anselme Kambou. Anselme Kambou. Qu'est-ce que la justice a dit? Pourquoi l'exécutif n'agit pas? Donc, et je suis désolé, dans un État, c'est l'exécutif et à la tête le président du FASO ou le chef de l'État qui est responsable de la conduite du pays. Point. S'il y a une erreur dans une institution, c'est lui le premier responsable qui doit mettre le haut là. Si lui ne le fait pas, moi je suis désolé, et c'est pour ça que j'ai regretté l'interview que nos collègues ont fait au président Abobo lors de la Semaine nationale de la culture. Moi j'aurais voulu qu'on lui pose des questions sur la question de justice. Lui en tant que premier garant de la justice dans ce pays-là, qu'est-ce qu'il pense des décisions non exécutées de la justice? Mais on a botté tout cela en touche pour après dire que ce n'est pas la faute de l'exécutif, c'est les institutions. Mais non, les institutions sont sous la coupe de l'exécutif, ou bien en tout cas l'exécutif fait tout pour empêcher les autres institutions. Dans un État démocratique, je comprendrais. Ça marcherait. Mais c'est quand même une interview diffusée sur la télévision nationale, dirigée par des agents publics. On était dans la communication. Et on sait également comment cette interview se passe. On n'était plus dans du journalisme. On était dans la communication. Ça a été un acte de communication. On a utilisé des journalistes et des médias, mais on n'a pas fait du journalisme. Il faut avoir le courage de le dire. Et moi, c'est pour cela que je dis, quand on revient en question de communiquer, il y a l'autre, comment on appelle, docteur Paré, le Syriaque, lui parle même de terrorisme éditorial dans ce pays. Et moi, je trouve que même on a réussi à transformer nos médias là en agence de communication. Parce qu'un média qui transmet un communiqué sans le traiter, pas peur de le faire, se comporte exactement comme une agence de communication. Et on n'est plus dans le journalisme. Albert? Non, en fait, je veux dire que le pessimisme de Moussa... Non, je ne suis pas pessimiste. Je dis la réalité. C'est la réalité, c'est le réalisme. C'est pas le pessimisme. Pour moi, ce n'est pas question de réalité. Quand on dit que tout est exécutif, je suis d'accord. Mais il faut reconnaître la responsabilité de chacun. Plus chaque institution joue son rôle efficacement, mieux on arrivera un jour à trouver toutes les institutions fonctionnelles. Je suis d'accord. Moussa est formateur aujourd'hui. Il vous dira pourquoi il y a eu des menaces contre des gens sur les réseaux sociaux et des vidéos, des gens à visage découvert. Jusqu'à ce qu'on n'ait pas eu de procureur qui s'auto-saisisse de l'affaire. Il y a eu une situation où nos confrères de l'ordre ont même titré « Est-ce qu'il y a encore un procureur dans cette République ?» Mais n'oublions pas que dans certaines vidéos, les acteurs judiciaires ne sont pas épargnés des menaces. Mais justement, ils ne sont pas épargnés, mais eux aujourd'hui, c'est le dernier rempart quand même. C'est le dernier rempart quand même, si on peut le dire ainsi. Parce que vous et moi, nous, on est exposés tout de suite, notre affaire finit devant le procureur. Et c'est lui qui décidera on nous envoie en prison pour garder ou on nous libère. On est d'accord. Mais ce n'est pas évident que le magistrat aujourd'hui, son affaire, il sera interpellé devant notre magistrat dans l'exercice de ses fonctions et on va l'amener devant à la prison ou dans un autre lieu que ce soit. Donc pour moi, il a encore des protections, il a encore des protections juridiques, contrairement à vous et moi. Ça c'est évident. Donc il faut, à un moment donné, pour moi, que les institutions continuent de jouer pleinement leur rôle. On ne va pas regarder le risque aujourd'hui et dire qu'on ne va pas faire notre travail. C'est la même chose le débat aujourd'hui. Est-ce qu'on fait du journalisme patriotisme, ce que je n'en sais pas d'ailleurs parce qu'avant tout on est patriote. Est-ce qu'on fait du journalisme professionnel, avant tout on est professionnel. Est-ce qu'on reste dans la même manière de traiter l'information où on s'adapte au contexte actuel? Ce que je n'en sais pas. Si on dit aux journalistes de rester droit et pratiquer ce qu'il a appris à l'école. De la même manière, on dira également aux magistrats, malgré les menaces, vous restez droit également jusqu'à faire le sacrifice suprême. Il y en a déjà le fait dans ce pays ouvert. Rien que pour la liberté. Donc,
moi je pense que les questions de c'est l'exécutif, on peut trouver des moyens. On peut même dire aujourd'hui que l'exécutif doit débloquer des moyens financiers pour permettre aux magistrats. Mais je dis, il faut que les institutions s'assument et jouent pleinement leur rôle. Et c'est tout. Sinon, demain on va dire que oui, c'est le législatif qui est caisse de résonance, c'est l'exécutif qui a fait ceci, c'est le judiciaire qui n'a pas fait cela. Je voulais revenir un peu sur la communication de guerre dont on parle ici. J'ai l'impression que dans ce pays, nous savons tout ce qui est notre ennemi, c'est le terrorisme. Mais on n'est pas arrivé à avoir des mécanismes pour faire face à cette situation, notamment si je parle de la communication aujourd'hui. Dans le domaine de la communication, qu'est-ce qu'on veut que les uns et les autres fassent? On ne le dit pas. Parce que, je prends le cas, Moussa a dit que le journaliste travaille je crois que pour l'intérêt général. C'est connu ce qu'ils veulent. Oui, l'intérêt général. Oui, voilà, l'intérêt général. Les informations qui viennent de l'officiel. Vous savez quelque chose qui manque dans cette guerre, c'est l'empathie. Moi, je pense que c'est l'empathie. Normalement, moi, si je vis à Ouaga, dans mon confort, j'ai mes 3 repas quotidiens, il faut que je puisse penser à ces Burkinabés qui sont dans des zones à haut défi sécuritaire. Un journaliste qui va faire un reportage dans ces zones à haut défi sécuritaire pour venir parler de la difficulté existentielle de certaines populations de ces villes, mais des gens vont dire que ce journaliste n'est pas bien parce qu'il est en train de faire ressortir, alors que non, lui il parle de l'intérêt de certains Burkinabés qui est menacé parce qu'ils vivent dans des zones à haut défi sécuritaire. Mais celui qui vit à Ouagadougou, dort bien avec sa famille, mange à ses repas, pour lui, il trouvera que cette information ne doit pas être diffusée. Vous voyez, voilà pourquoi je dis il nous manque de l'empathie. Celui qui est à Ouagadougou doit avoir les mêmes soucis que quelqu'un qui est dans une zone à haut défi sécuritaire face à ce terrorisme. Malheureusement, non. On a l'impression, vous avez vu qu'il y a quelques années de cela, il y avait un communiqué qui avait demandé au maquis de se calmer, ou en tout cas d'être moins festif, bruyant. Parce que le pays est dans une situation difficile, nous avons des populations qui souffrent. Mais on a l'impression que les Ouagalais, ce n'est pas leur problème. Et d'ailleurs, ceux qui critiquent la presse, là, ce sont des gens qui vivent à Ouagadougou. Parce qu'ils n'ont pas de problème, ils vivent avec leur famille, ils mangent, ils ont des repas normalement tous les jours, ils n'ont pas les souffrances que certains vivent. Donc c'est pour ça que je dis de faire attention. Ces journalistes ont des parents qui vivent dans ces villages, qui ont des informations qui remontent à tout moment. Donc souvent quand ils parlent de certaines choses, ce n'est pas de la manipulation, ou bien ce n'est pas pour nuire à autrui, mais c'est juste pour exposer les problèmes que vivent certains Burkinabés dans des zones à haut défi sécuritaire. Alors rapidement. Oui, rapidement. Je voudrais juste venir, mon cher ami Albert. Il y a des choses, et je dis il faut faire attention. Il y a 2 éléments. Je donne 2 cas. On est face à une situation, où, dans certains cas de façon concrète, la justice a fait son travail. Il revient à l'exécutif d'exécuter. Et l'exécutif ne le fait pas. Ce n'est plus la faute à la justice. Maintenant, et comme on est en train de le faire, j'ai vu qu'un des avocats de Maître Cam a dit ça à la sortie, si l'exécutif ne le fait pas, ils attaqueront individuellement les membres de l'exécutif qui doivent prendre les choses. Donc, il y a des cas concrets. La deuxième des choses, on est en train de parler du journalisme. Aujourd'hui, nous sommes tous des journalistes. On sait ce que l'exécutif fait. L'exécutif a mis. Est-ce qu'un journaliste qui va se lever aujourd'hui, que moi je dois assumer mes responsabilités, il devient quoi? Donc qu'on le veuille ou pas, l'exécutif qui est là a un pouvoir d'influence sur les autres appareils. Donc le sommet, l'exemplarité doit venir d'en haut. Et tant qu'on veut dédouaner l'exécutif pour dire l'exécutif, lui, c'est un ange, non. L'exécutif a un droit de veille, de suivi et d'exemplarité. Et tant que l'exécutif ne se met pas dans cette peau-là, tous les autres auront des problèmes. C'est ce que je veux dire. Non, en fait, non, c'est juste un petit détail. Je pense que même la réforme judiciaire qui vient d'avoir lieu tout à l'heure à la LT, c'était encore pour revoir certaines choses. Parce que je sais que depuis 2015, aujourd'hui, le juge ou le magistrat a suffisamment de garde-fous pour ne pas être sous la menace de l'exécutif. Par exemple, les affectations
l'exécutif n'intervient pas dedans. C'est le Conseil supérieur de la magistrature également. Les droits de poursuite également, le ministre de la Justice ne pouvait pas demander à un procureur d'ouvrir une enquête parce que ça ne relève plus de ses prérogatives. Ça revient au procureur. Donc, avec l'ouverture des personnes non magistrats. Tout à fait. Donc ça c'était par exemple, non ça je veux parler, l'ouverture c'est récent dans la réforme, oui. Mais des textes de 2015 jusqu'à aujourd'hui, on avait trouvé que le magistrat était sous la coupe de l'exécutif. Le procureur a peur parfois parce que le ministre peut décider de son affectation dans un tribunal où il ne désire pas, à tout moment d'ailleurs. Ou encore, le ministre peut instrumentaliser en demandant l'ouverture d'une information judiciaire. Mais depuis 2015, on vous dira que la justice burkinabé, c'est la justice la plus indépendante au monde, sur les textes, dans les textes. Et après, ça échappe au contrôle même de l'exécutif. Le ministre n'a aucun droit sur lui. Il ne peut pas l'affecter, il ne peut pas l'instruire, l'obliger d'ouvrir une enquête pour lui donner toutes ces garanties-là aujourd'hui. Donc, moi, je ne sais pas de quelle peur. La peur d'aller au front, comme on le constate toute là. Mais là aussi, bon. Il y a la peur d'être enlevé, on ne sait pas où vous êtes. S'il vous plaît. La peur d'aller au front, ça, si également, nous tous aujourd'hui, on le déplore, la manière de le faire, parce que personne n'échappe à ça, que ce soit le civil, que ce soit également le magistrat, que ce soit le fonctionnaire ou personne, l'activiste, tout le monde le déplore, parce qu'il y a un crime de l'arbitraire dans la manière de procéder. Alors, mais est-ce que cela nous devrait nous empêcher d'aller jusqu'au bout de notre volonté de bien faire? Non, je vais juste terminer en disant quelque chose. Je prends l'exemple sur Albert lui-même. Aujourd'hui, si on prend les textes en matière, la réglementation en matière de liberté d'expression au Burkina, on a les textes, une législation très libérale au Burkina Faso. En matière, si on s'en tient au texte. Mais je suis sûr que toi, en tant que directeur, là, tu ne vas pas te fonder sur ça. Parce que tu sais que le texte est une chose et la réalité est autre chose. Donc, alors nous sommes à la fin de ce débat. On est dans un pays excusez-moi de l'expression, de terreur à la fin. Ben, merci que tu aies sorti. Non, c'est pas que j'ai sorti le mot. Alors merci Albert. Et en même temps, dans la réalité, on dit non, on n'applique pas parce que... tu sais. Alors, demande des bon, on va garder cette conclusion, tu sais. Voilà, merci à Lido Tierno, merci à Albert Nagrigo et merci à Moussa Sawadogo.